Le numéro que nous avons proposé, qui s'appelle Glocalisation alimentaire, s'avère être une nouveauté dans mes champs d'intérêt. La nourriture est un système symbolique qui s'apparente beaucoup à la langue d'un point de vue des signes. Et donc, il y a très souvent, on retrouve très souvent des anthropologues linguistes qui s'intéressent progressivement à la nourriture et qui font des analyses de sémiologie. Ici, dans le numéro que nous avons proposé, qui s'appelle donc Localisation alimentaire, l'intérêt que nous avions était d'essayer de comprendre non seulement la signification de l'alimentation, mais plutôt les changements alimentaires qui sont provoqués ou qui apparaissent en association avec des contacts culturels. Et donc, nous avons décidé de travailler sur la notion de contact culturel par le biais de l'alimentation, et non pas en comprenant le contact culturel comme étant un choc culturel, mais plutôt comme étant une sorte de dialogue, presque dialogue bakhtinien, dans lesquels on trouve des phénomènes d'appropriation culturelle, des phénomènes de transformation, des phénomènes d'hybridisation et de syncrétisme et de créolisation, enfin tous les mots que l'on connaît en ce moment, et pour traiter de certains types de phénomènes de contact. Pour rendre la chose plus intéressante pour nous, nous avons travaillé avec le concept de glocalisation, qui est un mot valise qui en fait associe le concept de globalisation à celui de localisation. Donc on s'intéresse à des processus ici et non pas simplement à des faits établis. Et dans ce processus de glocalisation, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de comprendre justement comment des changements alimentaires qui font la part belle à des emprunts alimentaires, tant des emprunts de denrées alimentaires que de pratiques culinaires, que d'idéologies alimentaires, peuvent en fait donner naissance à des traditions gastronomiques, alimentaires, qui sont considérées par les gens locaux comme étant locales, comme des processus locaux. Donc, avec ce mot de glocalisation, nous commençons le numéro en expliquant ce qu'est ce processus de glocalisation. Et nous avons donc invité toute une série de chercheurs canadiens, québécois, étrangers, à essayer de cerner avec nous les différentes composantes de ce concept de glocalisation. Et on a donc commencé par faire vraiment une analyse sémantique du concept, en essayant de voir comment son champ sémantique était défini et en essayant de voir un peu en quoi consistait ce concept. Alors évidemment, quand on parle de globalisation, on se heurte très souvent à une explication du concept qui, d'un côté, met l'accent sur le nivellement de la globalisation, un nivellement culturel, soi-disant, qui homogénéiserait toutes les cultures du monde. Mais on se heurte aussi à l'effet inverse, c'est-à-dire à un surcroît de culture qui serait le résultat de contacts culturels qui auraient donné naissance à de nouvelles formes hybrides, créolisées, etc. Donc, les collègues que nous avons contactés et qui ont signé des articles fort intéressants se sont pliés à ce jeu-là, essayer de comprendre le concept de localisation par l'intermédiaire de leurs données sur l'alimentation. Alors on a des gens qui se sont intéressés au phénomène de créolisation alimentaire tel qu'on peut les trouver à La Réunion, qui est donc une île dans l'océan Indien, où on a des substrats alimentaires qui sont indiens, qui sont africains, qui sont français, et qui se mélangent pour donner naissance à une cuisine créole qui a des particularités bien précises. Et donc, ce texte fait appel, si vous voulez, à ce concept de créolisation qui est emprunté directement de la linguistique et qui donc essaie de faire comprendre certains types de changements en essayant de voir s'il y a des effets de substrats qui sont beaucoup plus résilients au changement et d'autres qui sont beaucoup plus sensibles à ce changement-là. On a des textes qui mettent aussi l'accent sur les effets du contact culturel, sur les rapports de genre dans ce qui a trait à la fabrication de l'alimentation, à la cuisine. Et on a aussi des textes qui nous montrent comment, après le contact culturel, par exemple chez les Chippewas de la Saskatchewan, les Indiens de la Saskatchewan, du groupe Chippewa, quand ils partent dans la forêt pour des grandes saisons de pêche, se mettent à développer
en raison des conditions de travail dans lesquelles ils se trouvent, se mettent à développer des habiletés culinaires qui nous permettent de décider qu'en fait, il s'agit là d'une nouveauté culinaire et un nouveau genre alimentaire qui est sous-tendu par la pratique de ces hommes dans la brousse, dans le bois canadien. On a aussi un article, entre autres, qui parle justement des festivals alimentaires dans le Pacifique. On a 2 articles sur le Pacifique, des festivals alimentaires, tous les 2 dans des articles qui touchent à la Polynésie française. Et là, on essaie de comprendre justement les effets de résilience de certaines denrées alimentaires, comme par exemple la noix de coco, l'arbre à pain, qui sont des denrées extrêmement symboliques et très lourdes de l'identité polynésienne, et comment ces denrées se retrouvent associées à des choses tout à fait contemporaines et très européennes, comme la baguette de pain blanc qui a été apportée par les Européens. Alors on en arrive à se poser des questions sur qu'est-ce que l'alimentation traditionnelle, que sont les aliments emblématiques, par exemple, auxquels très souvent les gens s'attachent comme étant ce qui représente leur identité alimentaire. Alors les gens vont vous dire, si vous êtes italien, vous mangez des spaghettis, si vous êtes français, vous mangez des cuisses de grenouille, si vous êtes... Enfin, tous les stéréotypes auxquels on est habitué. Mais quand on gratte un petit peu sous ces stéréotypes-là, on voit en fait que les gens sont attachés à des aliments qui sont devenus des symboles de ce qu'ils pensent être, de ce qu'ils veulent projeter à la face du monde et qui en fait les représentent. Alors, c'est comme ils le conçoivent. Donc, dans ce concept de glocalisation alimentaire, on fait aussi la part belle à tous les effets de performance alimentaire que l'on trouve au sein des festivals, au sein de revendications du bien manger, de tout ce qui est acceptable d'un point de vue gustatif et qui nous permet de comprendre comment les gens se définissent d'un point de vue identitaire en utilisant comme symbole de cette identité leur alimentation. Alors, donc ce volume, si vous voulez, est extrêmement divers, très varié, et nous permet au cours de 10 articles de faire en fait le tour de la question de la glocalisation alimentaire, qui est un phénomène en fait d'appropriation. Et si vous permettez, je vais terminer cette petite vignette en vous lisant la dernière phrase de l'introduction, qui à mon avis saisit bien ce que je voulais vous dire. Comme Janus, le dieu des portes et des passages, le concept de glocalisation met l'accent sur la transition et la transformation.